Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi cette bouteille d'eau est transparente alors que cette tasse ne l'est pas? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons besoin d'introduire une grandeur physique qui est le coefficient d'atténuation. Et de manière plus générale, on parlera de l'indice de réfraction complexe, où la partie réelle représentera le déphasage subi par la lumière, alors que la partie imaginaire représentera l'atténuation subie par la lumière. Lorsque la lumière va traverser un matériau, elle va interagir avec les électrons des atomes du matériau. Les électrons des atomes vont alors osciller en réponse au champ électrique de la lumière et émettront leur propre rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement peut alors interférer avec la lumière incidente, créant ainsi des interférences constructives ou destructives, selon la phase relative des ondes électromagnétiques émises par les électrons. Lorsque les interférences sont destructives, les ondes électromagnétiques émises par les électrons s'annulent partiellement ou totalement, entraînant alors une atténuation de la lumière. C'est ainsi que certains matériaux sont capables d'absorber la lumière en fonction de leurs propriétés électroniques et de la longueur d'onde de la lumière. Pour conclure sur la bouteille d'eau et la tasse, la bouteille d'eau est transparente car les électrons de la bouteille ne vibrent pas assez en réponse à la lumière incidente, ce qui signifie que la lumière peut traverser la bouteille sans être beaucoup atténuée. En revanche, la tasse opaque ne permet pas à la lumière de passer à travers elle, car les électrons des atomes et des molécules de la tasse sont fortement perturbés par la lumière, ce qui les fait vibrer et émettre leur propre rayonnement électromagnétique. Les interférences qui en résultent alors atténuent la lumière incidente, ce qui rend la tasse opaque. Le phénomène physique que j'étudie en particulier consiste à envoyer un laser que l'on appellera laser de sonde à travers un nuage atomique. Les atomes du milieu vont alors émettre un champ diffusé vers l'avant dû aux diverses interférences du nuage atomique. En particulier, on s'intéresse à ce qui se passe lorsqu'on coupe le laser de sonde plus vite que l'émission des atomes, puisqu'a priori, les atomes mettent un certain temps avant d'arrêter d'émettre. On a alors un phénomène transitoire qui se manifeste par l'apparition d'un pic en intensité. On appelle ce phénomène un effet flash en transmission. Cependant, dans les matériaux traditionnels à température élevée, ce phénomène est beaucoup trop rapide, ce qui est dû au caractère résonnant des dipôles. Pour bien comprendre l'importance de la condition de coupure du laser de sonde plus rapide que l'arrêt d'émission des atomes, on a par exemple à température ambiante une forte agitation thermique des atomes, ce qui va augmenter la largeur du niveau excité et donc diminuer la probabilité de détecter un photon. La résonance est alors trop large et inaccessible expérimentalement. L'élargissement dû aux fluctuations thermiques nous empêche d'accéder à la résonance des atomes et c'est pourquoi on a besoin d'utiliser la physique des atomes froids. Le développement de la physique des atomes froids, c'est-à-dire la physique étudiant le comportement des atomes et des molécules à des températures très faibles, quelques Kelvin, parfois nanokelvin, permet de résoudre les problèmes d'élargissement des spectres. Ici à gauche, on a un spectre sous forme gaussienne, élargi à une température d'environ 300 Kelvin, et à droite la dynamique du mouvement brownien suivi par les atomes. La physique des atomes froids nous permet de nous affranchir à la fois de l'élargissement Doppler et de l'élargissement dû aux collisions, puisque la vitesse des atomes est très faible et que notre gaz est dilué, ce qui nous permet à des températures très faibles d'obtenir des résonances très étroites, quelques mégahertz, correspondant à des dynamiques de quelques nanosecondes, accessibles expérimentalement. Les physiciens de l'équipe d'atomes froids de Nice travaillent en particulier sur l'interaction lumière-matière, et ont travaillé et bien documenté l'étude des milieux désordonnés, c'est-à-dire des milieux où la position des atomes est aléatoire. Aujourd'hui, leur intérêt se porte sur des milieux que l'on qualifiera de semi-ordonnés. On peut imaginer ces milieux semi-ordonnés comme une succession de couches d'atomes ayant chacun un indice de réfraction différent. Le nom semi-ordonné vient du fait que le côté ordonné vient de l'ordre apporté par la succession de couches, et l'on le qualifie de semi-ordonné puisqu'il existe toujours un côté désordonné à l'intérieur de chaque couche atomique. On peut décrire la lumière traversant cette succession de couches atomiques comme un miroir de Bragg. Les ondes électromagnétiques réfléchies doivent donc être en phase pour respecter la condition de Bragg. Pour notre configuration expérimentale, la condition de Bragg est satisfaite si la longueur d'onde du laser de sonde correspond à la périodicité du réseau optique ordonné. Cela nous permet d'avoir une condition de Bragg vers l'arrière et donc d'observer un grand coefficient de réflexion. Nous allons donc voir maintenant expérimentalement, à l'aide d'un piège dipolaire, comment ordonner nos couches atomiques. Donc là, on va regarder sur la manip comment faire le piège dipolaire. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un laser. Donc ici, c'est le laser, la partie laser. Ici, on va avoir un lambda-mètre qui va nous permettre de choisir la longueur d'onde de notre laser. Donc après, le laser va sortir et va être injecté dans la fibre optique qui est ici et qui va aller jusqu'à la manip dans la seconde partie qu'on va voir. Donc ici, il y a la fibre optique qui arrive. Ici, on a un isolateur optique pour éviter les réflexions. Ici, un robinet à photons pour diminuer l'intensité de notre laser. Ici,
un AOM pour pouvoir switcher on ou off notre laser. Ici, on va avoir une première lentille et ici une seconde pour réaliser un télescope. Et ici, une lentille finale pour pouvoir focaliser notre laser au centre de notre cellule en verre qu'on voit là. Et à la fin, du coup, on aura un miroir pour réaliser la rétroréflexion et avoir notre onde stationnaire pour faire notre piège dipolaire. Ce qui peut paraître plus contre-intuitif, c'est de s'intéresser à ce qui se passe vers l'arrière. C'est-à-dire, est-il possible qu'après coupure du laser de sonde, un champ soit émis vers l'arrière? Cette idée est apparue suite à plusieurs observations expérimentales et s'inscrit dans la suite des travaux de mon tuteur de stage William Guérin, où il était question d'étudier l'apparition d'une forte réflexion de Bragg dans une chaîne unidimensionnelle. L'objectif de mon stage a été de vérifier numériquement l'existence de cet effet transitoire en réflexion et de ses conditions d'apparition. La suite de mon stage consistera à améliorer le balayage des fréquences de résonance, nous permettant d'accéder à des fréquences loin de leur résonance, pour vérifier si un effet flash en réflexion est possible, comme j'ai pu l'observer numériquement. Pour cela, je changerai l'AOM par un laser mode loqué.